Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui... Oui, c'est bon les Bretons, j'ai compris, je vais le faire. Parmi les sujets qui m'ont été le plus demandés au cours de l'existence de ma chaîne, en figure un sur une petite péninsule étonnamment bruyante par rapport à sa taille. J'ai nommé la Bretagne, une terre maritime, celtique, disposant d'une histoire ancienne et mystérieuse. Bon, pas autant que le contenu des bouteilles d'alcool que les habitants de cette région s'enfilent à longueur de journée, mais quand même très mystérieuse. Alors j'ai eu aussi pas mal de demandes sur la Corse, mais bon, pour le moment, au cas où je dis n'importe quoi, je préfère me prendre du caramel au beurre salé sur la gueule plutôt que des bombes artisanales. Je déconne, pardon, non, recule. Donc nous allons voir aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, ce qui aurait pu changer dans notre histoire si jamais cette région si particulière était restée indépendante, durant le Moyen-Âge, la Renaissance et pourquoi pas jusqu'à aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, avant de se demander ce qui aurait pu se passer si le royaume de Bretagne était resté indépendant, je vais vous faire comme d'habitude un petit résumé de l'histoire de ce pays. Alors la Bretagne est peuplée depuis environ 500 000 ans avant notre ère, d'abord par nos cousins néandertaliens, puis ensuite par nous, les Homo sapiens. Jusqu'à la fin du néolithique, vers 2000 avant Jésus-Christ, les humains peuplant ce territoire vont décider qu'empiler des gros cailloux ça détend, et vont ériger de multiples tumulus, menhirs et cairns, aujourd'hui emblématiques de la région. Avant l'arrivée des Romains, la Bretagne est peuplée de populations celtiques, composées de plusieurs tribus dont les Vénètes, célèbres pour leur maîtrise maritime, les Rédones, dont la capitale était Condate, l'actuelle ville de Rennes, ou encore les Coriosolites, habitant les actuels départements des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Bref, Jules César arrive par la suite et conquiert brutalement la région, qui sera ensuite intégrée à la Gaule romaine et connaîtra la Pax Romana, qui va lui permettre d'entrer dans un âge d'or économique. Mais toutes choses ont une fin, et quand l'Empire romain abandonne la région définitivement en 424 après Jésus-Christ, pour cause d'éclatement total de l'Empire, la Bretagne armoricaine, où réside ma femme et mon domaine, va progressivement devenir un endroit très spécial, entretenant des liens étroits avec les autres peuples bretons venant du pays de Galles et des Cornouailles, des endroits aujourd'hui situés en Grande-Bretagne, dont le nom est assez évocateur. Cette relation britanno-bretonne, plus les migrations entre les deux côtés de la Manche, vont rendre la Bretagne continentale très différente. On n'y trouve pas le même langage ni les mêmes populations que dans le reste de la Gaule. Les siècles suivants vont voir les Francs, mérovingiens puis carolingiens tenter d'intégrer la Bretagne armoricaine, qui n'est toujours pas indépendante à ce moment-là, au royaume franc, sans jamais y parvenir. La péninsule est unifiée par le roi Erispoé en 851, qui constituera ainsi le premier royaume de Bretagne. Les Bretons infligeront par la suite plusieurs défaites aux Francs, qui leur permettront de s'étendre, comme vous pouvez le voir, du nord du Cotentin jusqu'au nord du Poitou. Cette carte marque l'apogée territoriale du royaume breton, qui sera atteinte en 867 lors du traité de Compiègne, qui voit le roi breton Salomon recevoir le Cotentin du roi franc Charles le Chauve, qui du coup, on peut le dire, c'est bien fait tondre. Yes. Mais une calamité va par la suite s'abattre sur le royaume breton, les Vikings, qui vont occuper le pays entre 913 et 931 avant de s'en faire chasser par un certain Alain Barbetorte. Ça et les guerres de succession affaiblissent le royaume qui deviendra par la suite un duché, Alain Barbetorte ayant refusé de prendre le titre de roi, et allant même jusqu'à devenir le vassal du roi des Francs Louis IV en 942. Par la suite, le petit territoire va passer dans la sphère d'influence des Plantagenets puis des Capétiens. Mais je précise que le duché restait toujours très indépendant, et surtout va jouer des disputes entre ses voisins à son avantage. L'époque était féodale, et les rois francs de cette époque n'avaient qu'une autorité très théorique, car beaucoup de ses vassaux étaient plus puissants que lui, la féodalité c'était un sacré bordel. Jusqu'au début de la guerre de 100 ans, le petit duché va connaître plusieurs épisodes. La participation de chevaliers bretons à l'expédition de Guillaume le Conquérant, par exemple, qui représenteront jusqu'à un tiers de l'armée d'invasion. Ou encore la francisation progressive des élites bretonnes, obligées d'aller à l'université à Paris ou à Orléans. Durant la guerre de 100 ans, une guerre civile va éclater au même moment en Bretagne, les deux camps étant soutenus soit par la France, soit par l'Angleterre, qui cherche à prendre le contrôle de ce territoire stratégique. Ce conflit se termine par le second traité de Guérande, qui affirme la neutralité forcée du duché dans le conflit. Je pense d'ailleurs que le sel venant des larmes des Bretons suite à ce traité donnera naissance à la spécialité locale. Par la suite, le duché tentera de continuer cette politique de neutralité afin de garantir son indépendance. Mais la fin de la guerre de 100 ans voit l'Angleterre se retirer du continent, ce qui embête bien la Bretagne, alors à la merci du puissant royaume de France. Le duché reste néanmoins au XVe siècle un beau morceau, disposant d'une économie solide reposant sur l'agriculture, la pêche et une certaine prospérité maritime et commerciale. Tout au long de cette période, les différents ducs bretons, d'ailleurs pour beaucoup d'origine française, mèneront une politique d'indépendance vis-à-vis de leurs puissants voisins, qui marchera plutôt bien, sauf que non, pas du tout en fait. Le royaume de France va décider de corrompre de puissants seigneurs bretons mécontents de la politique ducale, et les pousser à la révolte, pour ensuite intervenir sous prétexte de les soutenir. Et ce, durant un épisode troublé de l'histoire de France appelé la guerre folle. En 1488, les troupes françaises infligent une défaite aux Bretons lors de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.
Une trêve est conclue, mais la duchesse Anne de Bretagne a la bonne idée de se marier en 1490 avec l'empereur du Saint-Empire Maximilien d'Autriche, ce qui déclenche une nouvelle invasion française, la duchesse n'étant pas supposée se marier sans l'accord du roi de France. La guerre franco-bretonne va se terminer du coup en 1492 avec le mariage de Charles VIII, roi de France, à la duchesse Anne de Bretagne. Le mariage avec Maximilien est purement et simplement annulé car non consommé. Et c'est enfin en 1532 que le duché est totalement absorbé. Celui-ci s'intégrera progressivement à son nouveau pays pour en devenir une des régions les plus prospères. La Bretagne donnera à la France de nombreux marins et explorateurs, on pense directement par exemple à l'explorateur Jacques Cartier ou encore au corsaire Surcouf. Tout au long de la monarchie, la Bretagne disposait encore de certains privilèges et d'une grande autonomie, et ce jusqu'à la Révolution française de 1789 qui l'en dépossédera totalement. Aujourd'hui, la Bretagne reste encore une région à part, même si peu de gens parlent encore breton couramment, l'indépendance de ce pays a laissé des traces dans la culture et dans la vie quotidienne, une propension notamment à sortir des drapeaux n'importe où et n'importe quand, et aussi ces instruments du démon là. Pas étonnant qu'ils peuvent tout le temps en Bretagne si vous soufflez dans ces trucs en permanence, je te jure. Mais maintenant, chers abonnés spectateurs, on va se demander ce qui aurait pu changer si la Bretagne était restée indépendante. Imaginons un peu que dans une réalité alternative, le petit duché ne soit jamais rattaché au royaume de France et mène sa petite vie tranquille. On va voir ça tout de suite dans ce petit scénario que je vous ai concocté. Encore une fois, ce scénario n'est qu'une version parmi une infinité, et je vous invite à mettre vos idées sur la question dans les commentaires. Sur ce, commençons. Alors pour commencer ce scénario, je vais tout d'abord vous lister quelques raisons qui l'auraient rendu impossible. Ouais, j'aime bien me saborder avant même de commencer, mais une Bretagne qui reste indépendante n'aurait eu que très peu de chances de se produire, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la taille. Regardez la différence avec les voisins quoi. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une Bretagne isolée ne se fasse absorber. Si la Bretagne a pu survivre si longtemps de manière autonome, c'est principalement car ses ducs ont su jouer de la présence anglaise sur le continent et ont pu jouer sur deux tableaux à la fois. Durant toute son histoire, le duché a été un champ de bataille entre les seigneurs français et anglais, et n'avait pas vraiment d'autres voisins sur lesquels s'appuyer, étant par la suite obligé de se rapprocher d'alliés n'ayant pas vraiment d'intérêt direct en Bretagne, et donc peu de motivation pour défendre le duché, comme les souverains écossais ou danois au XVe siècle. Ensuite, c'était un duché, qui était déjà dans la sphère d'influence française. À partir du début des attaques vikings, la Bretagne était déjà trop affaiblie pour rester totalement indépendante. Le début de la fin n'était pas lors de l'invasion de la Bretagne par la France, mais bien lors des invasions normandes, au Xe siècle. Et le dernier clou du cercueil était la francisation progressive des élites bretonnes. Et ouais, la plupart des seigneurs du duché parlaient français, et le breton était la langue du petit peuple. C'est aussi pour ça qu'une partie de la noblesse se révoltera contre le duc et prendra les armes aux côtés du roi de France, car ne se sentant pas vraiment breton à proprement parler. Voilà, avec ces raisons, vous avez, je l'espère, compris qu'un scénario d'indépendance jusqu'à aujourd'hui aurait été très peu probable. Mais on est aussi là pour ça, et dans ce scénario, on va dire que les efforts de la Bretagne pour rester neutre et indépendant vont se concrétiser. Ici, la France entre quand même en guerre contre le duché, mais va prendre une raclée monumentale lors de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Ainsi, dans cette réalité alternative, le duché de Bretagne réussit à gagner la guerre contre le royaume de France et à mater la révolte de ses nobles. La duchesse Anne de Bretagne ne se marie jamais au roi de France, qui n'aura donc aucun droit de succession sur le duché. Un statu quo se met donc en place et le duché garde son indépendance par rapport à la France. Une trêve est signée. Dans cette réalité alternative, les Bretons, victorieux mais néanmoins inquiets, finissent par considérer l'indépendance pour se prémunir des ambitions de leurs voisins. Après une réunion des États de Bretagne, la duchesse Anne est couronnée à Rennes et devient ainsi officiellement souveraine en 1492, sous les acclamations de la foule. Au lieu de se marier avec deux rois de France, la reine Anne arrive ici à la tête d'un nouveau pays indépendant et entreprend immédiatement de renforcer l'autorité de son gouvernement et à se chercher un mari et des alliés. Charles VIII, le roi de France, en apprenant la nouvelle, enrage et lance une nouvelle invasion de la Bretagne aidée par quelques seigneurs bretons à sa solde. Alors un royaume breton nouvellement indépendant aurait forcément dû s'allier avec une autre puissance pour se défendre des ambitions françaises. Plusieurs options se seraient offertes à la reine Anne de Bretagne. Un mariage avec Maximilien d'Autriche, comme dans la réalité par exemple, ou encore un mariage avec un noble anglais. Ici, dans ce scénario, Anne de Bretagne va se marier avec Maximilien d'Autriche, empereur du Saint-Empire et sûrement le plus grand rival de la France à cette époque, tout en gardant la souveraineté totale sur le royaume de Bretagne. Les troupes françaises étant entrées en Bretagne à la suite de la déclaration d'indépendance sont donc violemment défaites par des troupes bretonnes, anglaises et espagnoles coalisées. La guerre se termine par la suite et l'indépendance de la Bretagne est gravée dans le marbre. La France est désormais encerclée de tous les côtés par des ennemis.
Une chose est certaine, c'est qu'une union réussie entre la Bretagne et les Habsbourg, la famille de Maximilien d'Autriche, aurait eu pour effet de durablement affaiblir le royaume de France. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, bien que puissant, le royaume de France était considéré comme dangereux par à peu près toute l'Europe, et surtout encerclé d'ennemis. Au sud avec l'Espagne des Habsbourg, au nord avec la Bourgogne et la Flandre des Habsbourg, à l'est avec le Saint-Empire romain germanique des Habsbourg, et maintenant aussi à l'ouest avec la Bretagne, dans ce scénario en union personnelle avec les Habsbourg. Tout ça aurait pu tout changer à une rivalité très importante dans l'histoire européenne, celle de l'empereur du Saint-Empire Charles Quint, qui arrive à sa tête dans ce scénario, et du roi de France François Ier. Dans la réalité, les ambitions de Charles Quint, qui est arrivé après Maximilien d'Autriche à la tête du Saint-Empire, étaient énormes, mais ont toujours été contrecarrés par François Ier, son plus grand rival. Sauf que dans ce scénario, une Bretagne indépendante et hostile à la France aurait pu tout changer. On peut même aller jusqu'à dire que si la Bretagne était indépendante, la France n'aurait jamais pu survivre au coup de boutoir de ses voisins. La péninsule est en effet un endroit stratégique, permettant d'attaquer la France par l'ouest et d'acheminer des troupes de l'Espagne à l'Allemagne sans passer par un port français. C'était également une porte d'entrée sur le continent pour les Anglais. Les décennies suivant l'indépendance de la Bretagne auraient donc probablement vu Charles Quint mettre en œuvre son idée de l'Europe, par exemple en prolongeant le duché de Bourgogne jusqu'en Méditerranée et en amputant la France de nombreux territoires au fil des années, avec l'aide d'une Bretagne souhaitant affaiblir son puissant voisin français. Bretagne d'ailleurs qui aurait également pu, à la suite de guerres et de mariages, atteindre à nouveau son apogée territorial, et ressembler à peu près à ça, ce rêve humide d'indépendantiste breton. Et oui, le Mont-Saint-Michel est dedans, enfin je pense. La France, exposée à tout va, entourée de territoires hostiles, faisant face à des Habsbourg plus puissants que dans la réalité, n'aurait pas pu, à mon avis, résister longtemps et aurait pu finir, au fil des siècles et des unions, à se retrouver sous le contrôle partiel ou total de princes et de rois étrangers. Elle n'aurait sûrement pas disparu totalement, mais aurait pu se retrouver amputée, découpée et diminuée de plus en plus, et ainsi ne jamais devenir le rouleau compresseur qu'elle a été dans la réalité. La faiblesse française aurait aussi pu permettre à Charles Quint de contenir les Ottomans bien plus facilement dans les Balkans, et ainsi de réaliser son rêve ultime, l'union et la paix entre tous les chrétiens d'Europe. Avec un Charles Quint en position dominante, l'Europe de ce scénario aurait été bien plus sous l'influence de l'Empire romain germanique, et étrangement, l'autorité de Charles Quint aurait peut-être empêché bien des conflits de se dérouler entre chrétiens, mais on aurait aussi créé d'autres qui n'auraient jamais existé dans la réalité. Avec une chrétienté forte et unie, la réforme protestante n'aurait jamais pris l'ampleur qu'elle a eue dans la réalité, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, comme des guerres de religion beaucoup moins dévastatrices. Le sultan Soliman le Magnifique aurait également eu beaucoup de mal à s'attaquer aux Habsbourg, et l'Empire ottoman ne se serait jamais autant étendu que dans la réalité. Pas du tout sûr qu'il puisse aller jusqu'à Vienne, par exemple. De par son exposition maritime idéale et sa position à la pointe de l'Europe de l'Ouest, la Bretagne aurait sûrement vu son économie fleurir, et serait devenue un peu le Portugal de la France, un petit pays collé à un gros, partageant de nombreux traits culturels, mais tout de même très différents. Dans ce contexte, de nombreux explorateurs bretons auraient pris la mer et auraient très sûrement fondé au XVIe siècle un empire colonial important, car n'étant que peu concurrencé par une France en pleine désintégration. Le Canada et l'Amérique du Nord auraient vu des marins de Saint-Malo y fonder des colonies basées sur la pêche et le commerce de fourrure. D'autres endroits comme le Brésil ou l'Asie du Sud-Est auraient pu voir des Bretons s'y installer. Toujours dans un souci d'indépendance par rapport à ses voisins, les rois auraient sûrement rendu l'usage du breton obligatoire pour combattre la francisation des élites. La Renaissance aurait pu faire apparaître des générations de rois mécènes en Bretagne, attirant des artistes et penseurs de toute l'Europe, et faisant de cette période une période artistiquement et culturellement très riche pour le royaume. La Renaissance bretonne aurait pu se caractériser par une redécouverte de l'héritage celtique de la région, et aurait pu voir par exemple de nombreuses œuvres d'art en rapport avec les anciennes légendes arthuriennes et païennes. Alors, même si ce scénario est pour l'instant très positif pour la Bretagne, j'aimerais quand même y poser quelques limites. Tout d'abord, le royaume de France aurait très bien pu renaître à la faveur d'un roi intelligent et reprendre une Bretagne qui seule n'aurait jamais pu résister. Ensuite, la prospérité bretonne n'aurait profité qu'à une minorité de marchands et de trafiquants d'esclaves. Les campagnes profondes auraient toujours été des endroits de misère et de famine, ne profitant pas du développement économique des côtes. Et enfin, un empire colonial c'est bien beau, mais sans personne dedans ça l'est moins. La petite population de la Bretagne aurait rendu très difficile le peuplement des immenses espaces de l'Amérique du Nord, et je pense qu'il est très probable dans ce scénario que l'Angleterre ou l'Espagne récupèrent les colonies bretonnes à un moment ou à un autre, soit par la force, soit par l'argent, soit par simple pression démographique. Dans tous les cas, l'héritage breton en Amérique du Nord aurait été important. Alors comme on a pu le voir dans ce scénario, l'indépendance d'un territoire somme toute assez petit change pas mal l'histoire de l'Europe et du monde. En affaiblissant la France et en favorisant le Saint-Empire romain germanique, la Bretagne aurait déclenché un immense effet papillon qui aurait vu de nombreux événements se passer différemment.
L'Europe aurait sûrement été plus en paix au cours du XVIe siècle grâce à la domination du Saint-Empire, la réforme protestante aurait été évitée ou alors fortement diminuée, la Renaissance aurait été germanique avant d'être française, Léonard de Vinci aurait pu aller en Bretagne ou auprès des souverains du Saint-Empire au lieu d'aller près de François Ier, des mouvements architecturaux comme le classicisme auraient pu ne jamais voir le jour, nous privant de très jolis bâtiments. La Révolution française aurait très bien pu ne pas se passer du tout, ou bien aurait vite été écrasée par les puissances alentours. À mon avis, ce monde verrait la monarchie universelle de droit divin perdurer jusqu'au XXe siècle dans de nombreux pays, dont la Bretagne. Si une révolution avait dû se passer, cela serait sûrement venu d'un état du Saint-Empire. Alors inutile de vous préciser que Napoléon Bonaparte n'aurait sûrement jamais existé, et que même si c'était le cas, la Corse n'aurait sûrement pas été française. Quant à l'Europe de l'Ouest, elle aurait été beaucoup plus décentralisée que dans la réalité. Le système politique du Saint-Empire romain germanique aurait à mon avis empêché certaines nations d'émerger. Des pays comme la France auraient d'ailleurs très bien pu intégrer le Saint-Empire à terme. D'ailleurs, de nombreux autres territoires auraient pu rester indépendants. Je pense à la Savoie par exemple, l'Italie n'aurait également pas été unifiée de sitôt, l'Allemagne non plus, la Belgique, même pas en rêve. J'imagine dans cette réalité alternative une Europe beaucoup plus fragmentée, et ayant évolué politiquement de manière complètement nouvelle. La monarchie aurait-elle pu continuer de nos jours? Qui sait? Qu'en est-il de la Russie de ce scénario? Les continents africains et asiatiques auraient-ils vu de l'impérialisme européen débarquer sur leurs côtes? C'est le monde entier qui change dans ce scénario. Ah oui, et aussi, le caramel au beurre salé, considéré comme typique de la Bretagne, n'aurait sûrement jamais existé dans cette réalité alternative, car Henri le Roux, son inventeur, ne serait jamais né dans ce monde-là. Mine de rien, c'est une spécialité apparue assez récemment, et ça je savais pas. Et une chose par contre aurait été encore plus répandue que dans la réalité, c'est... Le bignou... Mais bordel, c'est un cauchemar, c'est satanique ce truc! D'ailleurs, de nos jours, comment se serait portée la Bretagne? Eh bien, pour savoir ça, il faudrait pouvoir la comparer à ses voisins. Et à ce stade-là du scénario, j'ai envie de dire que n'importe quoi aurait pu remplacer la France et les pays alentours. En tout cas, une chose est sûre, si une Bretagne indépendante avait réussi à survivre jusqu'à nos jours, elle aurait disposé d'une économie florissante comparée à la taille du pays, et aurait peut-être compté un peu plus d'habitants qu'aujourd'hui. Sa culture se serait sûrement éloignée petit à petit de la culture française, mais serait tout de même restée très influencée par son puissant voisin. La langue bretonne aurait été parlée dans le monde entier par des populations de toutes origines. Quant à la politique de neutralité du royaume et sa stabilité, elle en aurait fait un endroit de passage idéal pour tous les marchands venant du monde entier. Et surtout, on se serait rappelé d'Anne de Bretagne, non pas comme la pauvre malheureuse mariée de force à deux souverains français, mais de la fondatrice de la nation bretonne. Aurait-ce été un monde meilleur? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, j'ai hâte de lire vos scénarios dans les commentaires. Et qui sait, peut-être que j'aurai la chance de croiser certains d'entre vous pendant mes vacances dans le Morbihan l'été prochain. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.